la marque et la compagnie. C'est Naya. Puis, si vous regardez bien comme il faut sur la bouteille, il y a aussi un écriteau Danone dessus, un petit objet. Avant Danone était propriétaire de Naya dans le temps qu'ils ont fait cette bouteille. Mais là, c'est redevenu propriété québécoise, si je ne me trompe pas. Oui. Comme. C'est quoi ici la bouteille bleue? PepsiCo, c'est la compagnie. La marque, c'est Aquafina. Puis l'eau, elle vient de Mississauga, en Ontario, juste à l'extérieur de Toronto. Ici, Nestlé, c'est la compagnie. Pure Life, c'est la marque. Puis ça vient de Aberfoyle et Gooseland, Ontario. C'est juste à l'extérieur de Guelph, en Ontario. Moi, ça dit inventé par Coca-Cola. J'imagine que c'est avec Coca-Cola. La marque, c'est Smart Water. Ouais, Smart Water, c'est la marque. Smart Water, ok. Puis, ça dit. Je vais voir ma place, à voir quelque part, ça dit Toronto. J'imagine que. Ouais, celle-là, c'est ça. Ouais. Eux autres, ils disent c'est l'eau. Ouais, l'eau distillée. Glasso, si je ne me trompe pas, Glasso, c'est la compagnie. Mais Coca-Cola va même pas encore plus que mais je pense que là, je vais vérifier. Parce que là-dessus, je suis pas sûr que Coca-Cola. Moi, j'ai un Glasso aussi, puis ça dit compagnie LLC. Oui. Je pense que c'est ça. Glasso va vendre des produits à différentes compagnies. Ici. Qu'est-ce que je dois dire? Je n'ai pas compris. D'où l'eau vient? Parce qu'elle a été embouteillée. C'est écrit Kirkland Signature. Ça, c'est la marque. Mais c'est Erin, Ontario. C'est quoi là? Erin. Erin. R-I-N. R-I-N, Ontario. Mais il n'y a pas de nom, juste Kirkland Signature. Et y a-t-il une compagnie qui est associée à ça? Il y a des lettres aussi, TM ou tout ça? Non, ça c'est trademark. Ça identifie la marque. J'arrive plus à lire. Costco Wholesale, c'est pas Costco. Il y a des marques comme ça. Costco, c'est la compagnie Kirkland, je pense que c'est la marque. C'est ça. C'est Costco. Parce que Kirkland, c'est appartient à Costco aussi. C'est lui le propriétaire. Il y a l'autre Flamblaz, ça forme President's Choice. On avait une question, je ne sais pas si tu sais la réponse, mais est-ce que la compagnie ou la marque, ou en tout cas les producteurs sont obligés de mettre la valeur nutritionnelle sur l'eau? Oui, sur pas mal tous les produits, parce que l'eau est, quand on parlait dans le film là, que l'eau est moins réglementée que l'eau en bouteille est moins réglementée que l'eau du robinet, parce qu'il tombe sous deux différentes catégories de réglementation. L'eau embouteillée est réglementée sous genre les produits et services. Puis ils ont un nombre d'étiquetage lié à ça. Il y a certaines eaux qui peuvent avoir certains minéraux dedans, d'autres qui n'en auront pas. Mais je pense que c'est un petit peu une norme générale pour prendre tous les produits consommation. Par rapport à ta question de tantôt sur l'eau, il n'y a pas. Je ne suis pas sûr que je peux répondre à tout ça. Je sais qu'il y a certaines lois qui définissent des choses comme dans certaines provinces qui définissent l'eau de source naturelle et autres types d'eau. Habituellement, comme quoi que tu ne peux pas appeler n'importe quel type d'eau telle affaire sur ton produit si ça ne vient pas de telle source. Alors souvent, eau de source naturelle va venir directement d'une source et n'aura pas l'intermédiaire du robinet. C'est marqué sur le produit. Je crois que, par exemple, Aquafina, ils ne peuvent pas dire eau de source naturelle, des choses comme ça. Par exemple, probablement, c'est peut-être marqué sur celle de Nestlé. Parce que ils ont leur source, ils ont leur usine par-dessus leur source, puis ils pompent directement. Dans ce cas-là, peut-être même Kirkland, je pense ça. C'est ça. Starbucks, ça vient de la Pennsylvanie, probablement. Moi, c'est écrit Colombie-Britannique. J'ai plus fait que c'est ça. Là, une des choses
par rapport à, si on fait un survol de où l'eau vient un peu partout, il y a différentes sources. Une des choses que j'essaie de faire remarquer aux gens, c'est la distance qui doit être voyagée pour que ça vienne de la source jusqu'au magasin. Donc, par exemple, Nestlé, ça vient de Guelph en Ontario. Et toute l'eau de Nestlé vient du même endroit, peu importe où est-ce qu'il est vendu au Canada. Il va y avoir d'autres sources ailleurs, dans d'autres pays, mais au Canada, c'est juste celle-là. Par exemple, Aquafina, il vient de différentes sources principales. Il va soit Montréal, soit Mississauga, je crois Calgary, puis ensuite Vancouver. Au Canada, ils ont des usines d'embouteillage. Je sais qu'à Montréal, ils emboutteillaient des choses de Pepsi. Souvent, ils embouteillent ça dans la même usine que les autres produits de Pepsi. Ils ont commencé à Montréal il y a peut-être 3 ans à faire de l'eau embouteillée, en plus de leurs autres produits. Fait que c'est ça. Alors que si on compare à l'eau du robinet, la distance est un peu différente en termes de où l'eau vient. Ça, c'est ça pour ça. Oui, juste pour ajouter quelque chose par rapport justement à la distance, ce que je trouvais frustrant quand je devais réaliser, c'était justement de savoir c'était quoi la distance, mais c'était par rapport à une bouteille comme Fiji, donc ça vient de Fiji. Hein? Fait que ça fait une seule distance, puis il n'y a pas une bouteille de Danone, je sais pas trop quoi, que ça vient de la France. Là, ça vient de la France, c'est encore plus long en termes de distance, l'impact sur l'environnement est encore plus élevé. Ils sont toutes comme reconnus comme des marques plus pures ou meilleure qualité, si tu veux, souvent. Ils viennent par exemple des Alpes. Sur Evian, c'est marqué que ça vient des Alpes françaises, ce qui n'est pas faux, mais il faut que ça voyage de là jusqu'ici. Puis toutes les conséquences qui sont liées à ça, que ce soit l'émission de gaz à effet de serre, etc. Fait que une des choses qui est importante dans la manière que j'approche un petit peu ces présentations-là, c'est de lier l'enjeu spécifique de l'eau embouteillée à tous les enjeux qui sont connexes, qui sont reliés. En regardant, par exemple, quand dans la vidéo, il parlait du cycle de vie de l'eau embouteillée, en regardant du début jusqu'à la fin, ça te permet, si tu veux, de regarder les impacts à différents stades, puis sous différentes formes. Puis chaque étape peut être vraiment décortiquée puis reliée à d'autres enjeux. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à travers les quelle heure maintenant? 42. Je vais passer à travers rapidement un PowerPoint que j'utilise souvent quand je fais des présentations. Puis je tiens aussi à juste spécifier que souvent j'essaie de faire interagir le plus possible les gens, soit en posant des questions contextuelles. Fait que je mets genre une question avec des images, je sais pas trop. Puis j'essaie de contextualiser. Par exemple, je parle souvent dans les présentations, que ce soit au primaire, au secondaire, de l'aspect de l'importance de l'eau dans nos vies. C'est que là, je demande aux gens comme, pourquoi est-ce que l'eau est importante pour toi. Là, ça part un petit peu de la discussion, puis ça part un petit peu de la réflexion, puis l'engagement par rapport au sujet en question. Tu peux rattacher facilement, quand ça vient à l'eau, parce que c'est quelque chose qui est tellement omniprésent dans notre vie, tu peux très facilement le rattacher à la réalité des gens de différentes manières. Pas juste parce que l'eau embouteillée est partout, mais parce que l'eau qui est contenue dans la bouteille est aussi quelque chose que tu utilises souvent. Comme par exemple, je commence par parler un petit peu de l'utilisation quotidienne de l'eau pour différentes parties de ta vie, que ce soit laver, cuisiner, boire. Ensuite, je parle de tous les produits qu'on utilise, puis l'eau qui est nécessaire pour faire fonctionner toutes ces choses-là ou pour les fabriquer. Et qu'on parle un petit peu de la nourriture. Ensuite, souvent, je vais aussi catégorie par catégorie, demander comment l'eau est liée à ces choses-là. Puis même avant ça, je vais souvent demander
c'est quoi dans la salle, quels sont les objets qui ont besoin d'eau pour être fabriqués. Parce que souvent, tu prends quelque chose comme du plastique, du bois, du métal, il n'y a pas le lien, ok, je sais c'est quoi, mais il ne fait pas le lien avec d'où ça vient, puis comment ça a été fabriqué, que ce soit l'extraction, que ce soit la transformation, que ce soit le transport de toutes ces choses-là. Ça vient de quelque part, puis dans tous les cas, il y a de l'eau qui est impliquée dans le processus. Donc là, je parle de différentes catégories. Je parle de nourriture, importance de l'eau dans la nourriture, l'élevage, etc. Ensuite, l'électricité. Je parle de différentes formes d'électricité, puis comment l'eau est liée à ça. Ensuite, la fabrication d'électroménager puis électronique. Je vais l'emphase sur l'importance du plastique, l'importance du métal dans tout ça, puis la nécessité d'avoir beaucoup d'eau, puis aussi les répercussions qu'il peut y avoir sur la qualité de l'eau aussi dans tous ces processus-là. Je parle de façon globale, dépendant du groupe d'âge. Ensuite, nos vêtements, que ce soit surtout le coton ou qui nécessitent beaucoup d'eau, ou les tissus synthétiques. Ici, j'ai genre une liste de choses de différentes catégories de ta vie, puis la quantité d'eau que tu as besoin pour faire telle affaire. Par exemple, un t-shirt en coton, 400 gallons d'eau. C'est impliqué dans la production. Un gallon de peinture, il y a de la peinture partout ici, un gallon de peinture. Un gallon de peinture, 13 gallons d'eau pour un gallon de peinture. Ensuite, une livre des différents produits, une livre de plastique, une livre de coton. Ça avait été calculé comment, ça? Ça, c'est une bonne question. C'est dans tout le processus. Ils ont des estimés qui peuvent être faits, par exemple, par rapport aux cultures, la quantité d'eau qui est nécessaire par livre, ça dépend de la superficie qui est nécessaire pour une livre du produit, la superficie de culture, puis, disons, les précipitations, des choses comme ça. Le gallon, combien de litres le gallon? 4 litres? Ouais. Sinon, il y en a qui c'est dans les procédés, la quantité d'input d'eau qui est nécessaire. C'est tous des calculs qui ont été faits dans différentes sources. Faudrait que je mette la source, mais c'est quelque chose qui est peut-être intéressant à regarder plus en détail, mais ces différents inputs-là sont calculés de cette manière-là. Fait que ici, genre, plus de détails un petit peu sur la nourriture. Bien sûr, les choses comme la viande vont avoir besoin de plus d'eau, parce que c'est comme, en plus que l'animal a besoin de boire, la nourriture que l'animal consomme a aussi beaucoup d'input d'eau. C'est pour ça que il y en a qui décident d'être végétariens, par exemple. Ça, c'est pour un livre de produits. Ouais. Ensuite, je parle de l'eau généralement comme étant une ressource que c'est pas partout qu'il y a autant d'accès à l'eau ou autant de quantité de disponibilité physique de l'eau, si tu veux. Puis aussi, je parle de différentes choses qui influencent l'accès à l'eau en général. Puis ensuite, j'essaie souvent de relier ça un petit peu sur l'industrie qui est l'eau embouteillée, l'impact que ça a sur les familles, le fait que tu n'as pas de système d'eau publique dans beaucoup de pays qui dépendent pour avoir de l'eau de qualité, soit de système de filtration privé, soit d'achat de bouteilles d'eau, puis l'impact économique que ça a sur